Donc, tout ce qu'on vient de voir là, normalement, on l'a déjà vu, enfin, vous l'aviez déjà vu sous une forme ou sous une autre, parce que c'est dans les programmes de collège-lycée. Lycée essentiellement, normalement. On va aborder des notions maintenant que vous n'avez peut-être pas vues. Peut-être oui, peut-être non, ça dépend juste de l'approche qu'avait eue votre enseignant précédemment. D'accord? Peut-être oui, peut-être non, ça dépend. Il y a les deux. Et notamment la notion de nombre ou degré d'oxydation. Si je prends cette réaction-là, du dihydrogène plus du dichlore, on les fait réagir et on obtient du chlorure d'hydrogène. De l'acide chlorhydrique, hein. D'accord? Enfin là, ce n'est pas encore de l'acide chlorhydrique. Pas tel qu'on l'entend d'habitude. D'habitude, quand on parle d'acide chlorhydrique, c'est plutôt une solution acide. D'accord? Et ça devient une solution acide quand on la met dans l'eau. Parce que quand on la met dans l'eau, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on va avoir des H+, qui vont apparaître, et de l'autre, des Cl-. Donc la première réaction, c'est la fabrication du chlorure d'hydrogène, le gaz. La deuxième, c'est ce qui se passe quand ce gaz passe en solution dans de l'eau, où on va avoir une décomposition entre les deux parties, donc l'anion et le cation, tels qu'ils sont présentés ici. Et vous voyez que entre le début de la première ligne, H2 et Cl2, il n'y a pas de charge, tout est neutre. Mais quand on est en bas de la deuxième ligne, à droite, cette fois-ci, on a des charges qui sont apparues. Donc, manifestement, entre le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, il y a eu un échange d'électrons. L'hydrogène a perdu des électrons, le chlore en a gagné. Si on a eu un échange d'électrons, une espèce a perdu des électrons, donc elle s'est oxydée, une espèce a gagné des électrons, donc elle s'est réduite. On a donc ici une réaction d'oxydoréduction. Mais il n'y a pas d'électrons. On ne les voit pas. À aucun moment, j'ai écrit les électrons ici. Ah. Et il n'y a pas de raison que j'en écrive ici. Il n'y a vraiment aucune raison que j'en écrive. Mais où est-ce qu'est la réaction d'échange d'électrons? En haut ou en bas? On serait tenté de dire que c'est en bas. Et en bas, le chlore a fauché les électrons de l'hydrogène, et puis ça y est, point, c'est réglé. Évidemment que c'est là qu'il lui les a volés. D'accord? Avant, ils étaient ensemble. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Ça semblerait effectivement tentant. Mais tous les chimistes de la planète sont d'accord pour dire que la réaction d'oxydation, c'est celle du haut. En bas, c'est juste une réaction acide-base, une réaction de décomposition, de solubilisation avec décomposition saline de la molécule. Ici, comme c'est un acide, on appellera ça une réaction acide-base. D'accord? Mais c'est juste une réaction de décomposition. Il n'y a pas d'échange électronique à proprement parler dans la deuxième réaction, c'est dans la première qu'il a eu lieu. Sauf qu'on ne le voit pas. Alors on doit aller regarder de plus près pour comprendre. D'un côté, on a l'hydrogène, de l'autre, on a le chlore. Et si on prend un modèle simplifié de ce qu'est une liaison chimique, liaison chimique, c'est deux électrons qui sont mis en commun, d'accord? C'est le modèle de Lewis, hein. Deux électrons qui sont mis en commun et qui construisent cette liaison chimique. Un électron provenant ici de l'hydrogène, de toute façon il ne peut pas en prêter d'autres, hein, il n'en a qu'un, donc forcément un électron ici. Et puis sur la couche externe du chlore, on en a 7, donc il y en a un qui est tout seul, qui est prêt à faire copain-copain avec celui qui est à côté, pour former effectivement cette liaison. Cette liaison qui est symbolisée graphiquement quand on écrit la molécule par le petit trait. Le petit trait veut dire, ici, il y a deux électrons qui forment la liaison. D'accord? C'est à ça que ça sert. Ça, c'est parfait, a priori, jusque-là. Mais, je vous pose d'abord cette question-là. Entre l'hydrogène et le chlore, quel est celui
qui est le plus électronégatif. Mais je vais préciser ce que veut dire électronégatif parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez déjà entendu. Peut-être oui, mais comme je ne sais pas exactement où vous en êtes dans le cours d'atomistique que vous avez, et probablement pas loin puisqu'il y a eu un bug au niveau de 1, on est bien d'accord, je précise. L'électronégativité est une propriété des éléments consistant à, lorsqu'ils sont dans une liaison, d'accord, attirer les électrons à eux. Donc plus un élément est électronégatif, plus il aura tendance à attirer les électrons de la liaison près de lui. D'accord? C'est lié au niveau d'énergie des orbitales quand on s'intéresse aux orbitales, mais ça veut simplement dire que c'est ça, c'est cette capacité d'un élément à attirer, lorsqu'il est dans une liaison chimique, attirer les électrons de l'autre élément vers lui. Le plus électronégatif tire les électrons de son côté. Donc entre l'hydrogène et le chlore, lequel des deux va avoir tendance à tirer les électrons à lui, sachant qu'il pourrait très bien être aussi électronégatif l'un que l'autre. Et dans ce cas, les électrons restent pile au milieu, hein, pas de problème. Mais c'est rare. Allez, c'est une bonne proportion à avoir déjà répondu, c'est parfait. Ouais, bah dites donc. Là, au moins c'est clair. Oui, le chlore est beaucoup, beaucoup plus électronégatif, donc finalement, vous avez peut-être eu le cours, plus électronégatif que l'hydrogène. Et il y a une manière relativement simple de se repérer dans le tableau périodique pour avoir au moins une opinion assez fiable, en fin de compte, de la différence d'électronégativité entre les éléments. La première chose qu'on peut faire, hein, c'est d'avoir un beau tableau périodique où les électronégativités sont indiquées dedans. Ça, c'est le plus simple, parce qu'évidemment, on a juste à lire les chiffres. Ici, ce n'est même pas des chiffres, c'est une échelle de couleurs. Plus c'est rouge, plus c'est électronégatif. Et si j'ai choisi cette version avec l'échelle de couleurs, c'est pour une raison très simple, c'est que vous devriez avoir déjà repéré que c'est de plus en plus rouge quand on va vers le coin en haut à droite. Sauf la dernière colonne. Mais la dernière colonne, c'est les gaz rares. Les gaz rares, on s'en fiche, ils ne forment quasiment pas de liaison. Donc, on n'a pas à en tenir compte. D'accord? Les gaz rares, on les appelle aussi les gaz nobles. Okay? Et si on les appelle les gaz nobles, c'est pas pour rien, c'est extrêmement péjoratif comme appellation. Hein. C'est sous-entendu, ils ne servent pas à grand-chose et ils ne foutent rien en chimie. D'accord? Voilà, c'est le sens de gaz noble. Hein. Trop noble pour s'impliquer dans une liaison chimique. Voilà. Donc c'est péjoratif à la base. Donc ceux-là, on ne s'en occupe pas. On s'arrête à l'avant-dernière colonne, donc les halogènes. Et vous voyez que l'élément le plus électronégatif qu'on a ici dans le tableau, c'est le fluor, en haut, à droite. Et l'élément le moins coloré ici, donc le moins électronégatif, il est en bas, à gauche, c'est le francium, c'est les 2 F. D'accord? Donc le francium, première colonne en bas, le moins électronégatif, le fluor, dernière colonne en haut, le plus électronégatif. Et on a globalement cette idée, et ça se voit, que plus on va vers le haut et vers la droite, plus l'électronégativité est importante. Il y a une espèce de petite bosse au milieu du bloc D, d'accord, la partie en longueur dedans, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est des éléments que vous avez très peu de chances de rencontrer, en tout cas pas couramment. D'accord ? Ça s'appelle les métaux de transition et on les trouve très peu impliqués dans ce qui nous concerne, dans les domaines dans lesquels vous avez des chances de bosser. Donc, retenez ça, plus on est en haut et à droite du tableau, plus l'élément est électronégatif. Il y a juste un élément qu'il faut replacer, parce qu'il est mal placé tout seul là-bas dans son coin, l'hydrogène. L'hydrogène, en termes de niveau d'électronégativité, se loge entre le bore et le carbone. Donc il est plus électronégatif que le bore, mais moins électronégatif que le carbone. Donc quand on a une liaison carbone-hydrogène, c'est le carbone qui tire les électrons à lui. D'accord? Et là, si je suis cette logique-là, si vous avez une liaison carbone-fluor, c'est le fluor qui tire les électrons à lui. Voilà.
Vous avez juste à les placer l'un par rapport à l'autre. Si vous avez une liaison carbone-phosphore, là c'est plus problématique, hein, parce que le phosphore est bien plus à droite, donc ça devrait être plus, mais il est en dessous, donc ça devrait être moins. Oui, c'est toujours un problème. Avec cette règle-là, quand on est sur une diagonale, comme ça, on ne peut pas vraiment savoir. D'accord? Là, il faut les chiffres. Quand on est sur la diagonale, qui est dans ce sens-là, donc comme la diagonale hein, carbone-phosphore, juste la règle du dans ce sens-là, ça augmente, ça ne suffit pas. Il faut qu'on vous donne les chiffres. Mais tant qu'on est soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit dans la diagonale qui correspond à la flèche verte ici sur le graphique, ça ne pose aucun problème. Juste par raisonnement, vous pouvez en déduire, celui-là est plus électronégatif que l'autre, donc les électrons seront attirés par celui-ci plutôt que celui-là. OK? Ça va? Alors maintenant que ceci est dit, ça veut donc dire que dans ma liaison hydrogène-chlore, c'est le chlore qui est le plus électronégatif, donc les électrons sont attirés, et parce qu'il y a une grosse différence d'électronégativité ici, très fortement attirés vers le chlore. Et ça, vous l'avez vu, vous allez le voir, ça provoque l'apparition d'un dipôle. Ben oui, si l'électron qui normalement devait être à côté de l'hydrogène n'est plus à côté de l'hydrogène, mais est plus proche du chlore, ça veut dire que de ce côté-là, il manque un peu d'électrons, il manque un peu de charge négative. Et de ce côté-ci, on en a un peu trop. Donc d'un côté, c'est chargé positivement, de l'autre, c'est chargé négativement. Le petit delta qui apparaît ici, c'est pour dire ce n'est pas une charge entière, d'accord? C'est une partie de charge. Ce n'est pas du H+, c'est du H légèrement positif. Ce n'est pas du Cl-, c'est du Cl légèrement négatif. Donc ce n'est pas encore un ion H+, ce n'est pas encore un ion Cl-, mais en gros, on peut largement considérer qu'une bonne partie du boulot a déjà été fait et que quand la rupture va être consommée, on sait déjà qui va partir avec les électrons. Donc, dès qu'on a formé la liaison, on a déjà établi le partage des électrons. C'est comme dans un mariage avec un contrat de mariage. On sait, quand la rupture, quand le divorce va être prononcé, qui part avec quoi. Et bien là, c'est le cas. Le contrat de mariage, il est simplement établi à partir des différences d'électronégativités. Mais c'est fait. Dès que la liaison est formée, on sait comment ça va casser. Et donc, si on sait déjà, à ce moment-là, que on va obtenir H+, et Cl-, que H+, ça correspond à la perte d'un électron, donc à une oxydation. De l'autre côté, que le Cl-, ça correspond au gain d'un électron, donc à une réduction. Pourquoi attendre que cette séparation ait lieu pour dire l'hydrogène est réduit, le chlore est oxydé? Le partage est déjà fait. Donc, du point de vue chimique, l'hydrogène a d'ores et déjà perdu son électron, puisqu'il ne pourra pas le regagner. Le chlore a d'ores et déjà gagné son électron, puisqu'il ne peut plus le perdre. On va considérer que dans cette molécule, même avant qu'il y ait séparation, on a de l'hydrogène oxydé et du chlore réduit. Ce qui explique pourquoi j'avais dit tout à l'heure que c'était cette réaction-là. Alors, ceci étant dit, on va être juste honnête. L'hydrogène, oui, formellement, il l'a perdu. Mais bon, pas encore tout à fait. Donc on ne peut pas dire, pour l'instant, il l'a perdu. Donc on va trouver une manière de le dire sans le dire. Au lieu de dire « il est oxydé », on va dire son nombre d'oxydation, c'est +1. En gros, potentiellement, il a déjà perdu un électron. Et on dira que le nombre d'oxydation du chlore, c'est
moins 1, potentiellement, il a déjà gagné un électron. Donc vous voyez qu'en fait, ces nombres d'oxydation, c'est la charge gagnée-perdue, d'accord, mais en valeur algébrique, tout simplement. Juste un nombre. Donc quand on perd des électrons, c'est en plus, puisqu'on va obtenir une charge positive, plus positive en tout cas. Quand on gagne des électrons, c'est en moins, parce qu'on aura une charge plus négative. Et c'est juste le nombre d'électrons gagnés ou perdus.